Bonsoir à tous et merci beaucoup de passer la soirée en compagnie, bien sûr, de l'équipe du Grand Rendez-vous. Ce soir, mes chroniqueuses et moi recevons un maraîcher. Il est spécialiste en production bio. On aura également un expert en neurosciences, un sociologue et un coach motivateur. Alors, pour les sujets à aborder, on se retrouve tout simplement juste derrière la météo. Oui, vous le savez, c'est le grand rendez-vous et ça parlera aujourd'hui maraîchage. Sachez-le déjà, chers téléspectateurs, pour avoir donc de la tomate, de la carotte, laitue et autres légumes, les maraîchers ont surtout besoin d'eau pour l'arrosage. Mais quand la quantité d'eau dépasse celle requise, ça crée de la contre-performance. Et donc, ceci nous amène à parler du maraîchage en saison pluvieuse. Monde agricole apprendra tout simplement à régler l'arrosage par rapport donc à la saison. Alors, nature et bien-être s'intéressent aux troubles bipolaires. Oui, d'aucuns parlent d'humeur déréglée. On verra tout ça tout à l'heure, mais paraît-il que c'est une maladie assez méconnue. Et vous saurez tout à l'heure désormais, et après, bien évidemment, cette émission, comment reconnaître une personne bipolaire. De bipolarité, nous parlerons bien sûr du stress au travail, deux sujets qui se rejoignent certainement. Marcel Effon, coach motivateur, dit que le stress au travail peut tuer l'entreprise. Alors, ceci dit tout simplement qu'il faut donc éviter le stress au travail pour la bonne marche des entreprises et il nous en donnera tout à l'heure les techniques et outils. La série sur la dot continue avec le sociologue et chef de collectivité Epiphane Quenom. Que tirent vraiment les familles de cette convention culturelle qu'est la dot? Autant savoir tout simplement pour redonner à la dot toute sa valeur dans notre société. Le grand rendez-vous, c'est également le journal et ce sera à 19h45. Nadège Sani est en place pour les titres. Bonsoir Nadège. Bonsoir Assim Gaba. On se retrouvera tout à l'heure à 19h45. Mais avant les titres, nous voudrions savoir, bien évidemment, quel est le menu principal de ce 19h45. Merci à vous, Assim. Ce soir, on fera un retour sur la célébration de la fête du travail. Les travailleurs de l'ORTB ont sacrifié à la tradition. On ne peut pas parler du 1er mai sans évoquer le contrat de travail, un document qui lie l'employé à son employeur. Au menu également, le visa électronique, lancé seulement le 24 avril dernier, il fait objet de piratage par les arnaqueurs. Comment procède-t-il? Restez avec nous pour en savoir davantage. Les
Ils réfléchissent, ils ne dorment pas. Oui, comme on le dit, Dieu ne dort pas, le diable non plus. Eh bien, c'est comme ça. Allez, monde agricole dans un instant, oui, pour ouvrir les plateaux de ce grand rendez-vous. À chaque saison, ses techniques agriculturales. Mais comment règle-t-on l'arrosage en saison pluvieuse? Monde agricole va répondre à la question après ce reportage signé Christelle Tongolo. Comme les hommes, les cultures maraîchères souffrent des affres de l'inondation. Et pour la plupart des maraîchers, la saison des pluies apparaît souvent comme une période redoutable parce qu'elle engendre d'énormes pertes. Cotonou est un peu plus bas que la mer, si bien que si la pluie tombe, on a des problèmes, on a des difficultés, beaucoup de légumes sont inondés. J'ai déjà une perte de près de 15 planches d'oignons et 8 planches de laitue salade qui sont déjà parties. Alors j'ai laissé cette partie-là. Ça ne peut que être après la saison pluvieuse que je vais commencer à travailler là. C'est des centaines de milles, des centaines de milles. Vous savez que nos cultures maraîchères sont des cultures de 3 mois de durée. Le cycle, c'est 3 mois au plus, 3 mois et demi, 2 mois. Donc, si par malheur, tu fais mal ton calcul et ça tombe dans la saison des pluies, c'est dommage. La pluie, lorsqu'elle est en abondance, détruit les tubercules, mais également d'autres variétés de cultures. Les laitues et les grandes morelles, communément appelées gboumans, les carottes, les navets, les légumes fruits, ce sont les concombres, les tomates, les piments et autres, ne supportent pas du tout l'eau. Durant cette période, la demande est forte et c'est donc à raison que les prix augmentent sur le marché. Parfois, ça coûte cher parce que les zones de culture sont inondées, parce que certaines plantes de laitue sont détruites par la pluie. Et parfois, la demande est là et on n'arrive pas à couvrir. En cette période, au moins 95% des maraîchers dans notre centre cessent leur activité. Bon, nous préconisons que l'État central conjugue son effort avec les autorités de la mairie pour que ce problème ait des solutions fondamentales. Face à la furie de l'eau, le maraîcher se résigne malgré sa volonté manifeste de produire. Voilà, donc nous parlons de maraîchage, on parle également bien sûr de la saison pluvieuse. Je le disais tout à l'heure, les cultures ont vraiment besoin d'eau, mais quand il y a l'excès d'eau, c'est que ça peut, et contrairement, les tuer tout simplement, on peut avoir de la contre-performance. Je suis sûr certain que M. Edgar Deguenon va nous confirmer cela sur ce plateau, puisqu'il est là. Bonsoir. Bonsoir, Sion. Merci de signer le grand retour sur le plateau, sur Monde agricole, je vais dire. Exactement. Bonsoir, Estelle Pazou. Bonsoir à vous, Assioum. Bonsoir, M. Edgar Deguenon. C'est un plaisir de vous retrouver, de parler des légumes, des carottes. C'est un beau monde, ça. Oui, c'est l'habitude ici sur Monde agricole. La dernière fois, on parlait des semences et aujourd'hui, on parle de la production maraîchère. Ah oui. Production maraîchère face à la saison pluvieuse, ça donne quel résultat? C'est ce que nous allons savoir avec M. Edgar Deguenon. C'est vrai que le reportage nous a suffisamment édifié sur la question, mais je voudrais bien que M. Edgar Deguenon revienne sur l'impact de la variabilité des saisons sur la production maraîchère. Oui, merci. Bonjour Estelle. De façon générale, les saisons s'alternent dans le temps, comme la nature l'a instauré. Et de façon globale, au niveau du Bénin, on a 2 saisons pluvieuses et une saison, 2 saisons pluvieuses au sud jusqu'au centre, mais une saison pluvieuse au nord. Au-delà de ces 2 saisons pluvieuses, donc dans chaque région, il y a une saison sèche qui alterne avec les saisons pluvieuses. Alors quand on prend par exemple actuellement, on est en train donc de passer les premiers mois donc de la première saison pluvieuse au sud et au centre du Bénin.
Alors, selon, quand vous considérez la saison sèche, c'est caractérisé par donc, une forte chaleur, les températures assez élevées. Ça fait du bien aux cultures parce que les cultures ont besoin donc, de saison, mais quand la température également est trop élevée, ça favorise l'évapotranspiration, l'excès, une évapotranspiration assez excessive, qui fait que la quantité d'eau disponible dans le sol est pompée suffisamment vers, donc, à travers l'évaporation. Donc ça crée également donc, des flétrissements au niveau donc, de beaucoup de cultures qui n'ont pas une réserve importante au niveau donc, de leur système radiculaire. Et donc ça veut dire que quand il y a manque d'eau, la production en souffre. Oui, il faut l'eau, comme beaucoup d'autres facteurs de la production, doit être administré ou bien doit exister dans la juste quantité. S'il y en a beaucoup, enfin moins, les cultures vont en souffrir, mais s'il y en a trop également, ça va créer donc des dégâts au niveau de cette culture-là. Mais comment vous arrivez à savoir quelle quantité d'eau il faut pour telle ou telle culture? Et à quel moment donné faut-il la quantité? Il faut préciser que, de façon générale, nous produisons en Afrique, ou au Bénin en particulier, de façon un peu, disons, empirique. Et il y a beaucoup de paramètres dont on ne tient pas compte. Sinon, l'idéal, c'est que quand vous prenez une culture, il y a une pluviométrie qui correspond, c'est-à-dire un besoin en eau qui correspond pendant sa durée au champ. Souvent, les gens ne tiennent pas compte. Quand vous prenez, par exemple, les sites qu'on a vu tout à l'heure, généralement, quand vous prenez une planche donc, qui fait environ 6 mètres ou bien 7 mètres carrés, les gens apportent 40 litres d'eau le matin, 40 litres d'eau le soir, du premier jour du semis jusqu'au dernier jour. Alors que normalement, pendant la période, il faut varier. Quand vous semez immédiatement, la culture n'a pas besoin donc, de tant d'eau. Et quand le cycle végétatif progresse, il faut augmenter la quantité d'eau. Et là, quand vous tentez vers la récolte, il faut également diminuer la quantité d'eau. Souvent, ce n'est pas observé. C'est pas observé. Oui. C'est comme si vous avez votre enfant, il est encore bébé, vous lui donnez une bassine d'eau à boire. Oui. Comme pour l'adulte, quoi. Exactement. Oh là là. Alors, bon, évidemment, ça se passe comme ça parce que nous n'avons pas beaucoup de contraintes en eau. Nous, on en a suffisamment, donc on en utilise à profusion. Sous d'autres cieux, vous avez le compteur. Vous allez pas dans l'Israël, l'eau, non seulement l'eau est salée, il faut désaliner ça d'abord. Et si vous devez l'utiliser, c'est au compteur. Donc, chaque mois ou chaque campagne, vous devez payer ce que vous avez utilisé. Ici, c'est gratuit pour le moment. Alors, donc, il y a à chaque culture, chaque quantité d'eau nécessaire. Donc, il faut tenir compte de cela. Il faut tenir compte également donc, de la période. Quand, par exemple, on est en saison pluvieuse, il faut compléter donc l'eau que la pluie apporte naturellement avec de l'irrigation. Mais quand on est en saison sèche où il n'y a pas du tout d'eau, là, ça fait une irrigation de façon continue. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là et le type de culture également pour pouvoir apporter l'eau. Donc, quand il pleut, aujourd'hui, par exemple, je sème quelque chose et qu'il pleut, c'est que je dois arroser moins. Oui, vous devez arroser moins naturellement parce qu'il y a un besoin dont la culture a besoin. Enfin, si ce besoin-là est déjà comblé par la pluie, ce n'est pas la peine de l'apporter. Il y a déjà l'apport naturel en eau. Exactement. Que la pluie apporte. C'est ça. Et parfois, en temps de pluie, il y a quand même de la température élevée et une chaleur excessive. Est-ce que c'est bon pour la culture? C'est bon si la chaleur est assez forte et que ça prend des proportions qui inquiètent. Ce n'est pas bien pour la culture. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il faut adapter le mode d'irrigation en fonction également de la température. Quand vous prenez par exemple n'importe quelle culture, c'est bien donc d'arroser par exemple très tôt le matin ou très tard le soir, à partir de 16h. Le matin, en tout cas avant 8h ou bien 9h, mais entre 9h et disons 15h, ce n'est pas souhaité. C'est vrai qu'il y a des sols exceptionnels comme les sols sableux qu'on trouve à la côte, à Cotonou, Sémé, etc., où les gens sont obligés donc de faire des apports à midi ou bien dans cette période-là. Mais ce qui est généralement conseillé, c'est qu'il ne faut pas arroser trop tôt, sous le soleil. Puisqu'au fur et à mesure que vous arrosez, non seulement avec les rayons solaires, l'eau que vous apportez s'échauffe, ce qui n'est pas bien pour la culture, mais il y a une bonne partie également qui s'évapore. Donc il faut arroser très tôt le matin et très tard le soir. Maintenant, s'il fait trop chaud et que vous apportez l'eau, vous créez ce qu'on appelle stress hydrique. C'est-à-dire que vous êtes là assis sans qu'on vous prévienne, quelqu'un vient avec peut-être une glaçon qu'on vous pose dans le dos, vous réagissez, ça veut dire que vous êtes stressé. Donc c'est un peu cela, quand il fait trop chaud, que vous apportez de l'eau avec cette température, une différence de température assez élevée, ça provoque le stress hydrique. Et ça, là, ça joue sur la croissance donc, des cultures. Donc il y a des dispositions à prendre. Oui, dans il ne faut pas arroser n'importe comment. Et quand on ne prend pas ces dispositions, quels sont les risques auxquels on s'expose? Alors, je voudrais ajouter à ces précautions-là, il y a le fait qu'il faut faire attention au niveau de votre aménagement. Alors, si vous ne prenez pas ces précautions-là et que la pluie arrive comme ça,
vous avez plusieurs types donc, de dégâts. Il y a ce que nous connaissons souvent, c'est l'inondation. Si votre sol n'est pas bien drainé, le sol sera inondé rapidement. S'il n'y a pas des canaux d'évacuation qui sont prévus, l'eau a besoin donc de s'installer. S'il n'y a pas un emplacement qu'on lui réserve, elle va s'installer là où elle trouve. Donc il y a l'inondation qui est souvent décriée, déplorée. C'est de ça qu'on parlait donc, dans l'élément témoin. Mais il y a également, si vous avez des variétés qui ne sont pas très résistantes, dont les feuilles sont fragiles, les gouttelettes, il y a les fortes gouttelettes de pluie. Et les averses font que les feuilles sont souvent endommagées ou bien percées. Et ces feuilles percées-là, il se développe facilement des maladies cryptogamiques à partir de là. Soit vous allez voir que les feuilles commencent par se rouiller, ce que nous appelons rouille, c'est comme si c'est du fer qui s'oxyde. Donc on appelle ça rouille. Ou bien des pourrissements, vous allez voir donc pourrissements au collet ou bien au niveau de la tige. Même les fruits également peuvent pourrir. Il y a également donc le mildiou par exemple et beaucoup d'autres affections d'origine fongique qui peuvent se développer facilement quand il pleut. Il y a par exemple la tomate qui est très sensible à cela. Il y a la tomate, il y a beaucoup d'autres cultures qui sont très sensibles donc, à la pluie si on ne tient pas compte d'une variété qui résiste un peu à cela. Mais alors, dans ce cas, doit-on comprendre qu'en saison pluvieuse, il y a des cultures auxquelles il faut donner priorité? Ou c'est pas qu'il faut donner priorité, il faut prioriser toutes les cultures. Enfin, toutes les cultures sont importantes à être irriguées ou bien arrosées. Mais il faut tenir compte de leur sensibilité aux maladies fongiques pour pouvoir gérer cela. Par exemple, il y a des moments donnés où il y a des cultures pour lesquelles il peut y avoir une très forte pluie la nuit ou bien dans la journée. Et les minutes qui suivent cette pluie-là, les gens sont obligés donc d'arroser encore. On trouve ça un peu aberrant, mais en réalité... C'est quelle culture, par exemple? Oui, si vous prenez par exemple la laitue. Si vous n'arrosez pas, quand il y a de fortes pluies, vous n'arrosez pas la laitue automatiquement après, vous allez voir que les taches qui vont se développer dessus vont provoquer donc des maladies. Et les feuilles, une bonne partie donc, des feuilles vont s'infecter. Vous êtes obligé donc de les jeter. Donc ça fait partie donc des mesures peut-être dont on va parler demain. Il y a également au niveau donc de la fertilisation. Il y a des types de précautions qu'il faut prendre au niveau de la fertilisation pour ne pas favoriser les maladies fongiques et les maladies cryptogamiques au niveau des cultures. Alors la saison pluvieuse pose aussi le problème de la maîtrise de l'eau. Alors pour éviter les inondations, pour éviter que l'eau n'emporte toute la culture, quelles sont les dispositions à prendre en matière de gestion de l'eau au niveau d'une entreprise maraîchère, si je puis m'exprimer ici? Oui, vous avez la dernière expression dit aussi, c'est une entreprise, ça suppose que c'est une activité économique dont les auteurs vivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même de s'installer, il faut s'assurer que ce n'est pas un sol qui est inondable. Et même si ça l'était, il faut s'assurer qu'il y a des dispositions qui sont prises quand même pour que, en cas donc, de forte pluie, les eaux là puissent être drainées facilement. Donc, il faut tenir compte de cela. Il faut donc tenir compte donc, du relief donc, du sol où vous implantez, le type de culture et le mode donc, de valorisation que vous voulez faire. Il y a des sols où ce n'est pas casier qu'on installe les cultures. Il y a des sols où c'est des planches qu'on utilise. Il y a des sols où c'est des buttes ou bien des billons qu'on utilise. Donc tout cela, c'est en prévision donc, de ces inondations-là qu'on prévoit également en liant le type de culture qu'on veut faire. Donc tout cela sont des précautions à prendre. Il ne faut pas s'installer n'importe comment et n'importe quelle culture. Il faut installer également n'importe quelle culture. Sinon on risque donc d'être surpris par les effets négatifs. Les effets négatifs. Alors pour éviter l'inondation sur son exploitation, y a-t-il des techniques, des mesures à prendre aussi? Oui, il y a le drainage. Si par exemple votre sol n'est pas essentiellement sableux, il y a des sols où il y a assez d'argile limon par exemple, il faut prévoir donc du drainage. Ça suppose qu'il faut tenir compte donc du relief donc du sol pour pouvoir installer les planches dans une certaine direction qui facilite donc l'écoulement de l'eau. Il faut prévoir également des canaux pour pouvoir drainer ces eaux-là. Donc tout cela est important à prendre en compte. Sinon, généralement, quand les gens veulent s'installer, ils ne tiennent pas compte de ces paramètres-là. Et c'est quasiment quand les dégâts arrivent qu'ils commencent par donc, se plaindre. Merci beaucoup, Monsieur Edgar Deguenon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Assume, demain, on revient sur ce plateau pour parler des mesures à prendre pour éviter les inondations et les cultures qu'il faut beaucoup protéger en saison pluvieuse. En saison pluvieuse. Et donc, demain, vous serez là, Monsieur Edgar Deguenon. C'est promis. Voilà. Merci beaucoup pour la promesse. Et venez pour le plaisir de nos téléspectateurs avec des légumes, beaucoup de carottes, beaucoup de concombres. Il va les mettre où? Sur le plateau. On va partager à nos téléspectateurs. Si vous voulez, vous pouvez rentrer aussi avec. D'accord. C'est moi qui ai demandé. Tout à fait à marcbéné.com, vous allez tout avoir. N'est-ce pas? Merci pour la com aussi. Allez, la suite du grand rendez-vous, c'est avec le coach Marcel Effon. Il est question de parler du stress au travail. Paraît-il que ça peut tuer votre entreprise? Technique sur l'expert.
Il est là, le coach Marcel Effon avec lui. Nous parlons bien sûr du stress au travail. Bonsoir coach. Bonsoir. Il y en a qui disent que le stress peut tuer l'entreprise. Vous confirmez ou vous infirmez? Alors, bonjour les téléspectateurs, et c'est une question piège, il le sait très bien avant de le poser. Je voudrais bien le confirmer, mais il fallait quand même qu'on puisse mettre quelques détails pour rassurer les gens que la confirmation de cette question n'est pas un moyen quand même pour encourager les éléments qui nous stressent, les personnes qui nous stressent à continuer à le faire comme ils ont l'habitude de le faire. Donc oui, parfois le stress est une très bonne chose, mais il y a des conditions où le stress n'est pas une bonne chose. Et je vais rapidement profiter de cette question pour déboucher sur cette question effectivement que tout le monde se pose. Et oui, tous les jours, quand on va au boulot, on dit oui, je suis tout le temps stressé, je ne peux pas travailler chez nous sans stress, il y a trop de stress. Aujourd'hui, les plus grands groupes sont des magasins en griffe alors de stress, mais les gens ne comprennent pas pourquoi, malgré que les managers sont bien informés, que les gens se sentent mal à l'aise, que les gens pensent qu'effectivement ils sont stressés, mais ne font presque rien alors pour épargner les équipes de ce stress. De ce stress-là. La question, c'est en fait la perception que vous avez du stress qui définit ce que vous en faites. Il y a des gens qui pensent que, par exemple, le stress leur permet d'avoir ce stimuli qui les envoie et qui les met la pression pour qu'ils puissent passer à l'acte. Et ces gens-là, vous comprenez avec moi, ils vont rechercher dans leur journée le stress pour pouvoir passer à l'acte. Alors celui-là, il ne peut pas dire que le stress est une mauvaise chose. Je dis... mais cela nous amène alors à définir ce que c'est que le stress au travail. Comment le définissez-vous? Oui, voilà. Je vais en venir à la définition du stress au travail, mais je voudrais d'abord insister sur la question qui consiste à savoir, lorsque vous commencez à vivre négativement ou à avoir mal par rapport au stress, il faut vous dire, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous vous dites du stress. Comme vous le savez, il y a des gens qui recherchent tous les jours le stress pour pouvoir passer à l'étape suivante. Oui. Lorsque des artistes, par exemple, doivent monter sur un podium dans les coulisses, ils sont stressés. On leur met un minimum de stress pour qu'ils puissent se lâcher, pour qu'ils puissent atteindre un autre niveau d'excellence, pour qu'ils puissent passer quand même à un autre niveau d'excellence et montrer qu'ils sont capables. Donc parfois, nous avons besoin de ce stress comme un stimuli pour pouvoir passer à une étape supérieure. Mais le plus grand problème, c'est comment est-ce que nous voyons le stress. Si tous les jours avant d'aller au boulot, vous dites « je vais encore aller dans ce boulot aujourd'hui, ce travail de stress, c'est stressant de se réveiller tôt, c'est stressant de s'apprêter, c'est stressant d'être à l'heure au boulot, on ne vous permet pas d'avoir le minimum de retard ». Quand vous chantez tout le temps le stress comme un élément négatif, c'est normal. Ce stress dont vous avez besoin naturellement, parce qu'il y a un élément derrière. Lorsque on vous dit, vous n'avez pas le droit d'être en retard 1 minute, c'est un moyen de vous stresser. Lorsqu'on vous dit, vous n'avez pas le droit de fauter, c'est un moyen de vous stresser. Lorsqu'on vous dit, il y a des caméras qui vous surveillent, qui regardent comment est-ce que vous travaillez, c'est un moyen pour vous stresser, c'est un moyen pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Alors, selon vous, le stress est positif alors? Oui, dans certaines mesures, le stress est positif, mais ça dépend de l'état d'esprit ou alors des images que vous créez par rapport au stress. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça va être difficile que nous donnons une définition stricte du stress comme quelque chose qui fait mal, qui est négatif. Non. La plupart des gens, par exemple, qui réussissent à faire des choses qu'ils n'ont jamais fait, ils vont vous dire, ils m'ont stressé, il m'a stressé, jusqu'à un moment donné, je ne me contrôlais plus, j'ai lâché. Mais c'est en lâchant effectivement que vous avez percé le plafond et que vous avez donné un résultat que vous n'avez jamais donné. Quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, de travailler au front office en contact direct avec des clients et qui n'avait jamais de contrôle, qui fait à sa guise, qui nargue les clients comme il veut, qui parle mal aux clients comme il veut, mais le jour où on met une caméra, même s'il n'y a personne derrière la caméra qui regarde ce qu'il fait, il se dit qu'il a quelqu'un qui le contrôle permanemment. Et ce stress fait qu'il commence à faire des efforts qu'il n'avait jamais fait pour bien accueillir les clients. Mais ce qui se passe derrière est que les clients sont contents parce qu'ils pensent que le service d'accueil à la clientèle a changé. Est-ce qu'on peut dire dans ce cas que le stress alors est une mauvaise chose? Oui, si la personne n'avait pas l'ambition ou alors performer dans l'accueil de ses clients n'était pas un objectif primordial pour lui, alors il prend ça comme une condition qui ne lui donne pas la zone de confort, qui ne lui laisse pas dans la zone de confort. Trop de stress peut tuer c'est pas ce côté positif dont vous parlez.
coach Marcel Lefond. Oui, lorsque vous n'avez plus le contrôle de votre stress, ça devient un élément négatif. Donc vous avez besoin maintenant d'aller voir un thérapeute, un psychologue, un psychiatre pour qu'on puisse vous aider à sortir de cet état de quelqu'un qui subit le stress. Donc lorsque vous subissez le stress, ça devient quelque chose de négatif. Maintenant, lorsque vous avez le stress comme un élément, un outil, pour pouvoir vraiment vous stimuler, produire davantage de résultats, vous vous direz par exemple que vous avez à chaque fois besoin d'être stressé pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc tout dépend de l'état d'esprit ou de ce que vous dites du stress. Et généralement, lorsque les gens sont à leur propre compte, vous allez vous rendre compte, celui qui est à son propre compte, lorsqu'il a un agenda chargé, lorsqu'il a beaucoup de clients qui le sollicitent, oui, c'est un moyen, on peut dire qu'il est stressé parce qu'il a de la pression, il n'a pas du temps pour lui-même. Mais vous allez voir, à la fin de la journée, il est content, il dit que le business marche. Mais dans un autre contexte, lorsqu'il ne travaille pas pour lui-même, quand l'agenda est trop chargé, quand il a trop de boulot au travail, il chante tout le temps que c'est un travail stressant. Le travail est stressant. Mais le travail stressant, quelle est l'image que vous collez à ce stress-là? Est-ce qu'après ce stress-là, vous êtes content de vous ou alors vous êtes mécontent parce que vous ne connaissez pas les résultats que ce stress produit? Alors, est-ce à dire que la motivation peut vous amener à positiver le stress? Oui, le stress est un élément alors extérieur de motivation. Okay. C'est un élément extérieur de motivation dans le cadre, par exemple, d'un employé dans une entreprise. Le stress est un élément extérieur de motivation. C'est la raison pour laquelle, par exemple, tous les jours, les managers vont rechercher des solutions pour contraindre davantage leurs collaborateurs à produire du résultat. Et on le voit à travers, par exemple, dans des conditions classiques, on voit des managers, par exemple, qui soumettent leurs collaborateurs à des demandes d'explication. Parce que peut-être le collaborateur ne supporte pas, par exemple, qu'on lui donne des demandes d'explication. Alors, quand il reçoit une demande d'explication, il prend ça comme un élément de pression et suite à ça, il se met à travailler contre sa volonté et il sort de sa zone de confort. Parfois, c'est dépassé. D'autres prennent, par exemple, la motivation à travers, par exemple, l'augmentation du salaire comme un élément de stress. Alors, je vais lui augmenter le salaire pour le contraindre à travailler davantage. Le premier et le deuxième, qui sont des éléments, bien sûr, extérieurs de motivation, mais qui conditionnent, qui stressent davantage le collaborateur et qui l'amènent à produire davantage de résultats, sont en train de se dépasser, certes, mais après analyse, on se rend compte qu'à un moment donné précis, ces éléments ont eu quand même un résultat positif parce que la personne n'avait plus le choix que de produire du résultat. Mais ce n'est pas continuel. Ces deux solutions utilisées en entreprise ne continuent pas toujours de produire leur effet parce que très tôt, les gens s'adaptent, les gens s'habituent à ces outils-là. Aujourd'hui, il est plus facile maintenant de motiver son collaborateur, rien par exemple qu'en travaillant sur son équilibre de vie, en se concentrant par exemple sur son mieux-être, en réfléchissant et en se posant à chaque fois la question, mais est-ce que la personne que j'ai en face de moi, il est suffisamment à l'aise alors qu'il a envie de se stresser personnellement pour pouvoir produire du résultat? Et quand vous arrivez à ce niveau, certes, vous n'avez pas besoin d'arrêter d'augmenter des salaires, vous n'avez pas besoin d'arrêter, par exemple, d'envoyer des demandes d'explication aux gens, mais en vous occupant davantage des gens, en vous intéressant à leur vie personnelle, ils se sentent redevables envers vous, envers l'entreprise, et ils commencent à se stresser personnellement. Comme par exemple quelqu'un qui venait tout le temps en retard au boulot, il se dit, mais tiens, si j'ai une entreprise, si j'ai un supérieur, si j'ai un responsable des ressources humaines qui s'occupe pour autant de moi, vraiment ce n'est pas reconnaissant de continuer à me comporter tel que je me comporte. Alors je fais des sacrifices pour me réveiller tôt, pour ne plus être en retard au boulot et satisfaire davantage les clients. Ce stress devient un stress positif parce que c'est lui-même qui s'est contraint de changer alors les horaires de réveil, de préparation et de présence sur les lieux de travail. Mais c'est un stress. Il regarde la montre plusieurs fois. Il dit aujourd'hui, il faut que je sois à l'heure au boulot parce que je ne voudrais pas que mon patron ait une mauvaise impression de moi parce qu'il passe toute sa vie, passe tout son temps à s'occuper de moi, à s'occuper de ma vie personnelle. Alors, on lit souvent dans les appels à candidature, les offres d'emploi, capable de travailler sous pression. Absolument. C'est une autre manière de dire capable de travailler sous stress. Sous stress. C'est ce que ça veut dire? Oui, ce qui est intéressant dans tout ça, lorsque vous êtes en entretien, vous demandez à quelqu'un est-ce que vous êtes capable de travailler sous stress ou capable de travailler et sous pression. Les gens disent oui, qu'ils ont l'habitude de le faire. D'ailleurs, que c'est ça qui leur permet de produire du résultat pour montrer à l'employeur qui répond bien à ces critères.
Mais quand on rentre dans l'entreprise, naturellement, on recherche sa zone de confort. On veut avoir un bureau suffisamment climatisé, on veut avoir un confort de fauteuil, on veut avoir un confort de bureau. Et on ne veut pas alors se soumettre à ce qu'on avait accepté d'avance, parce que nous recherchons toujours un état de plaisir. Alors, coach Marcel Lefond, vous allez nous analyser ces images-là qui passent à l'écran, où vous voyez des gens dans des conditions... vraiment, est-ce qu'on peut interpréter ça comme, par exemple, des situations de stress au travail? Oui, naturellement, oui. Quand vous regardez ces gens-là sur ces images que nous sommes en train de regarder, ils ont déjà une position négative. Lorsque vous avez quelqu'un, par exemple, qui est comme ça, alors, même s'il se sentait très bien, cette position n'est pas une position, par exemple, de joie. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, même s'il ne vous dit rien, vous commencez à vous imaginer qu'il ne va pas bien. Alors, c'est une condition créée déjà au niveau de son subconscient, de son état d'esprit. Peut-être que le travail est énorme, il est dépassé, il est fatigué. Même le même travail énorme, en face duquel vous donnez alors le plaisir d'être comme ça, devant le même travail, quelqu'un reste comme ça et dit « j'adore ce boulot » parce qu'il t'amène à te dépasser. Lorsque tu as travaillé ici, quand tu sors d'ici, tu vas quelque part, tu es toujours le top, tu es toujours la meilleure personne. Alors vous voyez cet état d'esprit en face du même travail, quelqu'un dit « waouh, c'est trop, je n'en peux plus ». Et il se met comme ça. Alors déjà, le simple fait de baisser la tête, c'est comme vous êtes en train de voir sur ces images-là, on se rend compte que vous dites déjà à votre subconscient, à votre état d'esprit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et le plaisir que nous recherchons, ce n'est pas dans le physique que nous voyons, ou ce n'est pas dans des événements que nous vivons, mais c'est ce que nous nous disons à nous-mêmes. Ce qui fait que dans les mêmes conditions, plutôt que de baisser la tête, plutôt que de montrer que ça ne va pas, quelqu'un va dire non, j'adore cette situation. Non, cette situation ne peut pas avoir un effet négatif pour moi ou sur moi. Alors quand vous voyez ces gens-là, ils bombent le torse comme de vrais leaders, ils prennent le contrôle de la situation et à chaque fois se posent la question, mais quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, quelles sont les attitudes, les comportements qu'il faut adopter pour pouvoir sortir d'affaires? Est-ce que c'est pourtant que le patron d'entreprise ou que l'employeur, à chaque fois, augmente le degré de stress? Bon, n'oublions pas une entreprise. Tout le monde aurait aimé, par exemple, en rentrant dans une entreprise, avoir le meilleur confort et à la fin du mois, le salaire passe sur le compte, et on rentre à la maison, on paye ses factures. Tout le monde aurait quand même aimé ce confort. L'être humain, même en travaillant, nous recherchons toujours un mieux-être, un plaisir, naturellement. Mais comprenez avec moi que ce plaisir, ce confort que nous recherchons de manière continuelle ne peut pas être une condition alors pour créer ou pour améliorer la qualité du produit, la qualité du service, la quantité alors de services que nous offrons aux clients afin qu'ils puissent nous payer, qu'on se sente à l'aise. Ce qui fait que le manager, quand bien même il sait que son équipe est suffisamment stressée, il cherche d'autres moyens alors de faire accepter ce stress-là à son équipe, ce qui nous amène, nous, à donner des formations. On peut travailler, par exemple, sur une thématique du stress pendant 3 jours avec une équipe pour amener les gens à intégrer au mieux alors leurs conditions de travail, à les accepter, à régler leur état d'esprit et à comprendre en réalité qu'on ne peut pas faire sans avoir un minimum de pression si on veut rester sur le ring. Et ce qui également justifie le fait que, oui, les managers comprennent bien que les équipes sont stressées, mais plutôt que de travailler pour arrêter le stress, mais travaillent pour que les gens puissent retrouver les meilleures conditions et se sentir à l'aise quand bien même le stress est au paroxysme. Il faut peut-être augmenter le salaire, c'est-à-dire le stress que vous avez quand vous arrivez à surmonter cela et qu'il y a un résultat, qu'on puisse sentir qu'il y a un partage quand même de ce résultat-là. Oui, je le dis toujours aux chefs d'entreprise, ce n'est pas pour une raison pour dire qu'il ne faut pas augmenter le salaire aux gens. Mais lorsque les gens travaillent et que le seul moyen pour vous de les motiver, c'est d'augmenter leur salaire, c'est du déjà vu. Si vous ne faites qu'augmenter leur salaire et que les gens sont massacrés et que les gens n'ont pas une vie, ils n'ont pas de l'humanisme, ils ne rencontrent pas, par exemple, dans leur interlocuteur, leur patron ou leur chef, un être humain, ils reçoivent leur salaire, mais quand ils viennent sur les lieux de travail, ils se comportent comme vous venez de voir. Punaise, ça a encore repris aujourd'hui ce lieu de stress. Parce que les collaborateurs, vos collègues de travail considèrent le lieu de travail comme quelque chose. Quand ils créent une image négative sur le lieu de travail, quelle que soit la beauté de l'entreprise, quels que soient les moyens que cette entreprise met à la disposition de ses équipes, comme vous le savez, les gens vont au boulot pour un mieux-être, pour se sentir bien, pour s'offrir ce dont ils ont besoin. Mais si le boulot devient déjà un bourreau pour eux,
ils reçoivent bien l'argent, mais tous les jours ils réfléchissent à se retrouver quelque part où ils se sentent à l'aise, mais ils gagnent également leur vie. Alors, donc, la motivation, oui. Et je reviens sur la question, la motivation, l'augmentation du salaire comme outil alors de motivation, je dis c'est externe à l'être humain, c'est bien. Je ne demande pas aux employeurs de ne pas continuer à le faire, mais en le faisant, il faut qu'ils comprennent que les gens ont besoin de se sentir à l'aise dans leur peau. Les gens ont besoin vraiment d'avoir une histoire avec ce qu'ils sont en train de vivre et ils ont besoin de se sentir appartenir à quelque chose qui rentre dans l'histoire. Et ce qui doit amener certainement les promoteurs ou les chefs d'entreprise, les responsables, à travailler au mieux pour créer des conditions alors de vie adéquates où les gens retrouvent l'équilibre de vie, qui se sentent concernés, qui sentent que leur vie intéresse, pourquoi pas l'entreprise. Et quand ils commencent à retrouver ça, ils se tuent, ils augmentent eux-mêmes la dose de stress et ils produisent davantage de résultats. Si on prend par exemple le cas de l'administration publique, on sait que notre pays a besoin bien sûr de produire des résultats avec l'administration publique. Qu'est-ce que vous pensez, vous, coach motivateur, que pensez-vous qu'on puisse faire dans l'administration pour optimiser les résultats, pour que cela puisse être mis réellement au service du développement du pays? Alors absolument, c'est une question d'actualité. On ne peut pas faire semblant de ne pas aborder cette question lorsqu'on aborde le stress en milieu professionnel. Moi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui précisément au Bénin, c'est quelque chose d'inhabituel. Il y a des gens qui sont contraints de travailler plus qu'ils travaillaient. Il y a des gens qui avaient des habitudes qu'ils sont obligés d'arrêter. Je dis tout ça concourt à une réorganisation du travail, ce qui est normal parce que tous les jours, les entreprises réfléchissent pour réorganiser leur façon de travailler pour être beaucoup plus compétitifs. Encore moins, un État comme celui du Bénin, et on ne peut pas ne pas alors aller vers des réformes qui amènent les gens à travailler beaucoup plus qu'ils travaillaient avant. Mais tout doit être fait dans une organisation que nous on appelle par exemple la gestion du changement. Parce que les gens étaient habitués à des choses, les gens avaient une manière de penser, une manière d'agir, les gens avaient une manière de soutirer, si on peut le dire de cette manière, de l'argent des caisses de l'État auxquelles ils étaient habitués, qui les ont amenés à créer des voies, ce que nous on appelle des voies neurales en développement personnel, qui sont très béantes. Donc c'est plus facile pour les gens de poser ces actes plutôt que de poser des actes différents. Maintenant qu'on leur dit, écoutez, vous n'allez plus continuer à faire les choses comme vous les faisiez avant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On y va. Ce qu'il faut faire, quelques secondes, tout simplement. Oui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, qu'on commence à sensibiliser suffisamment les gens pour qu'ils comprennent l'impact de leur comportement précédent sur les résultats qu'on désire avoir dans les administrations et que de ce fait, on leur montre maintenant pour que nous ayons un résultat différent, il faut que nous nous comportons différemment. Parce qu'on ne peut pas continuer à se comporter de la même manière et vouloir avoir des résultats différents. Bien sûr, il faut mettre en place des projets de conduite de changement pour amener les gens à intégrer les nouveaux comportements et les adopter, commencer à se stresser eux-mêmes pour produire davantage de résultats. Merci beaucoup à vous, coach Marcel Lefond. Ce sont des techniques pour donc positiver le stress au travail et pour faire développer tout simplement notre entreprise et particulièrement le Bénin. Merci beaucoup à vous. C'est nous qui vous remercions et au plaisir de revenir sur ce même plateau. Merci beaucoup. Coach Marcel Lefond, le grand rendez-vous va donc ouvrir la rubrique Nature et bien-être. Je le disais, bipolarité, stress au travail, deux sujets qui se rejoignent certainement. Et c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure avec l'expert en neurosciences. On parle de bipolarité. Bipolarité, donc on parle de dérèglement d'humeur, mais comment gérer tout ça? Vous aurez des techniques de l'expert en neurosciences dans un instant, juste derrière ce reportage signé Kemal et Heureuse Danondé qui nous parle de la bipolarité. Troubles de l'humeur caractérisés par des épisodes dépressifs et maniaques, la bipolarité, phénomène très souvent méconnu d'une bonne partie de la population qui sévit en silence et parmi nous. Bipolarité, honnêtement, je n'en sais rien. Bon, ça ne fait pas grand-chose. Pour l'instant, je n'en sais rien. Je ne sais pas quelque chose. Il existe, on dit, les troubles bipolaires,
On parle aussi de syndrome maniaco-dépressif ou de tempérament cyclotinine. Donc, tout ça se caractérise des gens qui n'aiment pas être qu'on les contredise dans ce qu'ils sont en train de faire et ils s'énervent à un oui, à un non. Nous interprétons mal et très souvent ce que nous ne comprenons pas. Quelles dispositions devrons-nous prendre vis-à-vis de ce phénomène? Il y en a de modérés, il y en a de mineurs, il y en a de sévères. Un bipolaire, par exemple, voulant traverser la route, ne fera pas attention. Okay? Un bipolaire peut se lever et gifler la personne supérieure qui est devant lui sans savoir ce qu'il est en train de faire. Les causes sont multiples, ça peut être génétique, ça peut être psychologique et ça peut être des causes environnementales. On peut guérir si vous avez un bon thérapeute qui vous suit et qui sait comment vous prendre et par où vous prendre. D'abord, il faut une thérapie qui consiste à ce que vous associez des médicaments pour équilibrer la biochimie afin de vous permettre d'avoir une capacité de conscience. Des thérapies à ça vont suivre la psychothérapie, les techniques de coaching vont suivre, les techniques neuroscientifiques vont suivre pour que la personne maintenant puisse avoir un résultat à long terme. Parce que les médicaments peuvent constituer un résultat à court terme. La psychothérapie seule peut constituer un résultat à court terme. Mais si les deux ne sont pas dans un mariage par intelligence, nous risquons de ne pas avoir un résultat à long terme et on a des résultats à court terme. D'abord, pour ceux qui vivent avec les bipolaires, ils doivent savoir les prendre. Ils doivent être tolérants. Ils doivent être patients. Et ils doivent avoir un tempérament calme. Maladie, phénomène. Être bipolaire ou du moins souffrir de la bipolarité n'est pas une fatalité. Apprenons à connaître le mal et à nous socialiser avec ces personnes atteintes. Et bien sûr que c'est ce qu'on va faire sur ce plateau, comprendre, c'est-à-dire essayer de connaître bien sûr la bipolarité. Vous comprenez tout simplement qu'il y a beaucoup de confusions qui se font autour de cette maladie. On se demande également, on se dit, c'est tout à fait normal puisque c'est une maladie assez encore méconnue tout simplement. Pour en parler sur ce plateau, Herman Degla, expert en neurosciences, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Heureuse d'annoncer bonsoir. Bonsoir, Asiom Gaba. La pleine forme. La parfaite santé. Sans bipolarité. Sans bipolarité, bien ça sûr. c'est vrai. Oui. L'expert peut certifier, confirmer, certifier. N'est-ce pas? Ah non, je n'ai pas encore diagnostiqué. Diagnostiqué? Encore que les diagnostics sont très difficiles. Ah, c'est vrai? C'est difficile? Oui, c'est difficile. De diagnostiquer un bipolaire? Un bipolaire, oui, c'est pas facile. Wow. C'est difficile. Ok. Ah bon. Oh, mais quand même, on se demande bien ce qui peut en être réellement la cause. Vous avez dit c'est environnemental, c'est tout. Mais est-ce que quelque part c'est héréditaire? Oui, je l'ai souvent déjà dit, je l'ai dit la dernière fois, et que c'est dans un premier temps. Le premier niveau est l'hérédité, parce que on présente des gènes, il n'y a pas de gènes de bipolaire, mais il y a des gènes de vulnérabilité. D'accord. Et donc ça, c'est le premier niveau, la première cause. Il y a un second niveau qui est le niveau psychologique, c'est-à-dire la personne qui est tout le temps livrée à des circonstances, à des situations pénibles, successives qui sont pénibles. Donc, des problèmes psychologiques posent. Mais il y a les facteurs environnementaux qui arrivent à mettre la poudre au feu. Environnemental, là, oui, comment? Ce facteur-là, comment peut-on l'expliquer? C'est-à-dire, lorsque vous laissez aller ou c'est quelqu'un, du coup, qui vous énerve et vous arrivez à être tout le temps dépressif et pour un oui, pour un non, pendant que vous présentez ces gènes de vulnérabilité, ou soit c'est papa qui l'est, c'est maman, c'est grand-père qui l'est, et du coup, ce message, cette transcription-là va rejoindre, va favoriser les choses pour vous permettre de rapidement développer cette forme de bipolarité. Cette forme de bipolarité, comme on le dit souvent, dans leur famille, là, ils s'énervent trop. C'est ça? Oui, il faut c'est-à-dire la nuance est tellement fine entre une dépression simple
Et au niveau du phénomène de la symptomatologie, de bipolarité et tout, puisque on parle de bipolarité, c'est un truc maniaco-dépressif, c'est-à-dire vous êtes exalté, vous êtes dans l'euphorique, et au même moment quand vous êtes dans l'euphorique, il y a un prix à payer derrière. Le prix à payer, c'est que le cerveau épuise en énergie, mais derrière, vous devenez fatigué, dépressif, retournez sur vous-même. Et là, vous pouvez vous enfermer. Et il y a, lorsque vous êtes en face d'un bipolaire, un médecin se retrouve en face d'un bipolaire sans le savoir, et il se dit que la personne est en train de faire une dépression. Okay? Mais il va prescrire de l'antidépresseur. Mais écoute, c'est gravissime pour celui qui présente cette entente de bipolarité parce que ça l'entraîne jusqu'au suicide. On verra. Ça remonte au niveau de l'euphorie. On ira un peu plus loin tout à l'heure. Hein. Pas en tout cas au suicide. Avec votre démonstration tout à l'heure, puisqu'il est l'heure du journal sur le grand rendez-vous. On va rejoindre Nadège Sani dans la rédaction de BB24 pour le 19h45. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. À l'instar des autres travailleurs du monde entier, le personnel de l'ORTB a aussi commémoré la fête du travail. C'était en présence du directeur général et des responsables des différents services de l'Office. Un document juridique lie généralement l'employé à son employeur. On l'appelle contrat de travail. Tout comme l'employé, l'employeur a aussi bien des droits que des devoirs. Le visa électronique du Bénin a été lancé seulement le 24 avril dernier, mais des pirates tentent déjà d'en faire la contrefaçon. Comment procèdent-ils? On en parle. Le personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin n'est pas resté en marge de la fête du travail célébrée ce 1er mai sous la houlette du syndicat Maison. Le Centrab, journalistes, techniciens, personnel administratif se sont retrouvés pour échanger autour de 2 communications qui ont consisté le plat de résistance de cette célébration. Occasion pour le directeur général de passer en revue les activités menées au cours des 12 derniers mois et vous allez le voir, Joël Rondolo invite à plus d'ardeur au travail. Polycap Onsou, Dine Bouraïma. Loin des plumes, des micros, des caméras et autres matériels de travail, le personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin s'est retrouvé pour célébrer la fête du travail, la conscience professionnelle, la culture de l'entreprise et la charte des valeurs sont les principaux thèmes de communication qui ont meublé les échanges, lesquels ont accouché d'une recommandation à l'endroit de l'employeur. On se rend compte que quelquefois, les raisons qui contribuent à diminuer la conscience professionnelle sont souvent des raisons liées, n'est-ce pas, aux conditions de travail. Donc il faut que l'ORTB garantisse d'abord à son personnel les conditions normales de travail. Le directeur général de l'Office a passé en revue les activités menées au cours des 12 derniers mois. Un bilan qui retrace les actions menées dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble du personnel, le rayonnement de l'Office à l'international, et ce n'est pas tout. En toute modestie, je peux affirmer que durant ces 12 derniers mois, l'ORTB a connu d'intenses activités dans le cadre de sa mission de service public de l'audiovisuel. Il y a eu, entre autres, la couverture des activités du chef de l'État, la couverture des activités des institutions de la République, des partis et mouvements politiques, tant de la mouvance que de l'opposition, malgré ce que les uns et les autres racontent, ainsi que celle de la société civile. Bilan satisfaisant, se réjouit le syndicat Maison, qui attend tout de même l'employeur sur 3 chantiers.
l'accélération du processus de vente aboutit à la mise en œuvre de l'assurance maladie, la sécurité sociale et surtout le paiement des rappels liés aux avancements de 2011 à 2015. Qu'ils vous souviennent que les avancements ont été gelés pendant longtemps à l'ORTB et ce n'est qu'en 2016 qu'on a organisé les travaux d'avancement. Et une fois ces travaux d'avancement réalisés, le personnel qui est passé d'un grade à un autre est en droit de s'attendre à jouir des fruits de ces avancements. La retransmission des matchs de la Coupe du Monde Russie 2018, la couverture des élections législatives de 2019 et le passage à la télévision numérique terrestre sont entre autres défis à relever. Pour y parvenir, le directeur général et le responsable syndical appellent le personnel à l'abnégation, à un sens élevé de responsabilité et à la conscience professionnelle. C'est un document juridique qui lie un employeur à un salarié. C'est aussi un accord de volonté qui confère aux deux parties des droits et devoirs. Il s'agit du contrat de travail. Ce reportage que je vous invite à suivre met en lumière quelques dispositions du contrat de travail. Igor Ayoso, Patrick Adiagoudjou. C'est une convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle au service et sous la direction d'une autre, l'employeur. En contrepartie, l'employeur verse une rémunération à son salarié. On parle ici du contrat de travail. Vous prenez le code du travail, il est dit clairement qu'il faut un contrat pour lier l'employeur et le salarié. Le contrat, il peut être écrit comme il peut être oral. C'était cela dans le code du travail actuellement en vigueur. Le contrat de travail a priori devrait être écrit. Parce que quand il est écrit, il évite tous les abus possibles, toutes les fausses interprétations possibles, il peut les éviter. Quand il est écrit, chacun connaît ses prérogatives, chacun connaît ses droits, chacun connaît ses obligations. Et cela permet d'avoir une fluidité dans les relations de travail au sein de l'entreprise. Et pour qu'un contrat de travail soit reconnu comme tel sur le plan juridique, il faut, selon la jurisprudence, la réunion de 3 critères: une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination juridique entre les concontrahtants. Le droit, c'est d'abord le droit à la rémunération. Quand vous êtes employeur, que vous avez un salarié avec qui vous êtes en contrat, le travailleur a droit à un salaire. L'employeur n'est pas votre Dieu. Vous n'êtes pas un esclave, mais vous devez un minimum d'obéissance parce que c'est lui qui fixe les règles dans l'entreprise. On ne peut pas, parce que vous faites faire plusieurs tâches à un employé, payer à cet employé-là plusieurs salaires qui sont liés à chacune des tâches que vous lui confiez. Et c'est une tâche avec son salaire catégoriel de base. Cela est clair. Le contenu du contrat de travail est donc soumis au respect des règles du droit de travail. Un droit qui prend également en compte les heures supplémentaires comme étant des heures de travail réalisées par un salarié à temps complet au-delà de la durée légale du travail. La législation en la matière est claire. Lorsque on vous prend par exemple votre pause de midi, il y a des entreprises qui vous permettent de considérer ça comme étant des heures supplémentaires. Lorsqu'on vous sollicite pour venir travailler un week-end ou lorsqu'on vous sollicite pour travailler après les heures réglementaires de travail en soirée, on considère cela comme étant des heures supplémentaires. Il n'y a pas un montant fixe qui est consacré donc aux heures supplémentaires. Mais la pratique demande que les heures supplémentaires soient payées parfois doublement par rapport aux heures réglementaires de travail. Vous ne pouvez pas effectuer des heures supplémentaires, par exemple, aller au-delà de 12 heures. Pour aller à 16 heures d'heures supplémentaires, 18 heures, 20 heures d'heures supplémentaires, ce n'est pas permis. Le contrat de travail est un document juridique. Quand il est signé par le salarié, il lui confère des droits et lui impose quelques obligations. Il met aussi à l'abri tout employeur d'éventuelles poursuites judiciaires et conflits d'intérêts.
Elle est votée et promulguée en 2017. La loi sur l'embauche est une législation qui modifie les dispositions du Code du travail. Cette nouvelle loi donne plus de prérogatives à l'employeur plutôt qu'à l'employé. Christian Devouchi et Christelle Tongodo pour plus de précisions. 29 août 2017. La nouvelle loi sur l'emploi est votée par le Parlement béninois. Une nouvelle législation qui assainit l'environnement professionnel au profit de la compétence. Pendant que le Code du travail lui-même disait qu'un contrat à durée déterminée ne pouvait pas être renouvelé plus d'une fois, donc c'était 2 fois 2 ans au maximum, la nouvelle loi vient dire que le contrat à durée déterminée peut être renouvelé de façon indéfinie. Je suis payé pour rendre une prestation. Si je ne suis pas performant dans cette prestation, je ne suis pas rentable pour mon employeur. Et vous savez, dans le même temps, si je suis compétent et mon employeur ne me donne pas ce qu'il faut, je vais voir ailleurs. C'est une liberté de travail. C'est une liberté d'exercice de ma force de travail qui est en fait par cette législation-là. La loi fixe les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat du travail au Bénin. Ainsi, un autre régime de travail s'ouvre aux employés. Des privilèges sont accordés non seulement à l'employeur, mais aussi à l'employé, même si pour certains, la balance semble être déséquilibrée. Au 4e thème du contrat à durée déterminée, toute rupture est subordonnée à un préavis. Si les employeurs se plaignaient de la surprotection de l'employé dans l'ancien Code du travail, les employés ici peuvent se plaindre de ce que cette loi fait la part belle aux employeurs. On observe qu'avec cette loi-là, les CDI ont pris un coup et donc les employeurs sont en quelque sorte désormais les seuls maîtres à bord. Ils sont quasiment les seuls à désormais décider de la nature du contrat qu'on impose aux employés. Avec cette loi, c'est un vide juridique qui est comblé. Elle garantit une sécurité aux parties contractantes. Les différentes innovations en témoignent. D'abord, cette loi a essayé de barémiser tout ce qui est indemnisation en cas de licenciement. Notre droit du travail était taxé d'un droit très sévère pour débaucher. Et quand l'employeur n'est pas rassuré un peu et qu'il peut se débarrasser d'un membre de son personnel qui n'est pas apte, il n'est pas rassuré à embaucher. Donc ça freinait l'embauche. Aujourd'hui, l'indemnisation est barémisée à 9 mois de salaire au plus. La nouvelle loi ne systématise plus les contrats à durée indéterminée. Serait-elle alors une porte ouverte au licenciement? S'interroge et s'inquiète plus d'un. Le gouvernement de la République du Bénin ambitionne transformer le Bénin en plateforme de services numériques de l'Afrique de l'Ouest, une vision qui n'est pas partagée par tous. Le e-visa a été lancé ce 24 avril et déjà certains pirates tentent d'arnaquer les demandeurs sur la toile. Comment s'y prennent-ils et quel est le nombre de visas délivrés à ce jour? Ce reportage nous en dira sûrement davantage. Jules Akoikou, Rodrigue Baba. L'outil est vraiment un bon outil et facilement accessible. Et pour preuve, le nombre de bénéficiaires du visa en ligne ne cesse de croître. Tel le nectar attire les abeilles, le e-visa connaît déjà l'assentiment de bon nombre d'étrangers désireux de fouler le sol béninois. Voilà le rapport sur le e-visa. Nous avons lancé cela le 24 avril. Et c'est à 0 heure qu'on est activé. Mais déjà le 25 à 11h26
minutes fait un 8 secondes, nous sommes déjà à 68 visas délivrés. Donc, demi-journée, puis on est à 11 heures. Le lendemain, lorsque nous avons fait encore le rapport, pour la seule journée du 25, on est au-delà de 100. Donc, vous-même allez apprécier l'engouement que cela suscite. Un engouement certes, mais déjà, les corsaires sont en position. Des sites pirates voient déjà le jour, mettant ainsi en mal cette volonté du gouvernement d'amoindrir le coût du visa d'entrée au Bénin. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont malins et qui profitent toujours de toute situation. Lorsque vous allez sur cet site, le coût n'est pas le même que ce que le gouvernement a fixé. Nous avons parcouru ces sites-là. Le coût, le e-visa qui est à 50 €, sur ce site, c'est à 89. C'est-à-dire, ils vous facturent le service. Lorsque vous allez sur le site, eux, ils font tout comme si c'est eux qui vous donnent le visa. Mais en fait, lorsque vous donnez les références, vous donnez les références de vos identités, eux, ils vont sur le site du gouvernement et c'est eux qui activent et qui ont le visa en votre nom. Donc, certainement, le service, là, a été facturé à 49 €. C'est beaucoup. L'alerte est donc donnée. Attention à ne pas se faire prendre. Le bon site est le www.ivisa.gouv.bj. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 12h45 pour de nouvelles informations sur la chaîne du développement. Merci beaucoup à vous, Nadège Sani. On va vous retrouver également à 19h45 demain pour le journal du Grand Rendez-vous. Retour en plateau pour la suite de Nature et Bien-être avec l'expert en neurosciences, Herman Degla. On comprend donc qu'il est nécessaire en fait de marquer la différence entre dépression et bipolarité en matière de diagnostic. C'est ça? Oui. Voilà. Heureuse, donc il était question, quand on parle bien sûr de bipolarité, et quand il y a confusion entre bipolarité et dépression, ça peut aller à la... Réellement, on l'a dit dans le reportage, la confusion existe réellement. Et moi, j'aimerais quand même que l'expert explique plus clairement la bipolarité aux populations. Est-ce que celui qui se lève, qui suite à un problème avec un proche ou un ami, qui s'énerve et qui, du jour au lendemain, s'entend très bien avec celui-là, peut-on dire qu'il est bipolaire? Bon, je l'ai dit tantôt que diagnostiquer une bipolarité, c'est compliqué. Okay? Et avant le premier diagnostic, c'est que sûrement la personne a traîné ça pendant 10 ans. OK. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans d'abord. Pendant 10 ans, avant le premier diagnostic. Et donc, nous sommes dans un environnement où le stress bat son record. Okay? Le stress, c'est cette hormone-là, c'est ce neuromédiateur qui nous permet de passer à l'action. Mais lorsque vous êtes énervé, déjà 30 minutes, 1 heure, c'est suffisant. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'un bipolaire qui s'exalte, qui est dans sa phase euphorique, cette personne peut rester 1, 2, 3 semaines, voire un mois là-dedans. Mais ça va jusqu'à nos modes de fonctionnement au quotidien, c'est-à-dire un bipolaire peut, en couple, parce que les répercussions familiales, professionnelles sont très très sévères, donc en couple, le conjoint peut mentir à son partenaire, sortir de l'argent pour dépenser n'importe comment. Ça, c'est la période euphorique, c'est l'énergie. Et vous croyez au-dessus de tout, vous croyez maître de tout, et vous n'avez pas conscience. Vous pensez que après Dieu, c'est vous. Est-ce que vous savez même si Dieu il existe? Non, vous vous dites c'est vous, vous êtes au-dessus de tout. Et vous le faites, vous pouvez passer à l'action sans conscience. Ce n'est pas que vous savez, vous ne savez même pas ce qui se passe. Mais vous le faites. Vous pouvez prendre la voiture, rouler en sens inverse. Sur une autoroute, vous pouvez... Vous êtes capable de tout faire. De tout faire, mais... Est-ce que ça signifie, bipolarité signifie telle folie,
comme on dit? Ça, c'est un thème un peu arrangé. Je pense qu'on dit maniaco-dépressif. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans votre manie, vous exaltez, il y a l'énergie à outrance, vous partez à l'action, que ce soit la violence, que ce soit là où quelqu'un dit on ne peut pas, toi tu dis non on peut. Et donc, il y a le cerveau qui joue un rôle, qui se parle entre lui-même, où les réseaux de communication sont piratés, et pour envoyer un autre message de dire mais on peut entrevoir les choses mentalement, donner d'autres solutions et tout. Et donc on se voit réellement au-dessus de tout. Mais lorsque la période dépressive advienne, c'est-à-dire lorsque vous pulsez, il y a un prix à payer. C'est la période dépressive aussi. Parce que le cerveau n'a plus d'énergie. Et donc vous êtes retourné sur vous-même. Vous devenez vraiment dépressif. Mais il y a le mental qui joue, qui se parle. Et donc, vous ne voulez plus voir personne. Vous pouvez même vous enfermer dans la chambre pendant 3-4 jours, voire un mois. Vous pouvez vous le faire. Vous pouvez refuser de manger. Vous ne parlez plus. Et voilà un peu. Mais lorsque quelqu'un s'énerve, c'est un stress, une colère, 30 minutes, 1 heure, c'est suffisant. Et lorsque ça dépasse, il faut se poser des questions. Et lorsque vous avez votre mari, votre femme, et qui présente de ses comportements, tout de suite posez-vous des questions. Pour un oui, elle s'exalte. Pour un non, il s'exalte. Et vous devez commencer à vous poser des questions. Tout va bien là. C'est vrai que si vous n'êtes pas très proche de la personne, il va se dire, mais pourquoi tu me prends? Vous êtes en train de rentrer dans sa vie privée et tout, avant d'utiliser ce terme. Est-ce que tu n'es pas en train d'avoir... Voilà, mais est-ce que le bipolaire, il y a des bipolaires qui se reconnaissent bipolaires? Qu'ils savent? Pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne, il y en a qui savent. J'allais même dire, si c'était que vous avez pu rencontrer certaines personnes, ils peuvent venir témoigner ici au moment où ils étaient dans cette phase-là, quels sont ces comportements qu'ils avaient. Oui, on a eu une dame bipolaire. Quand on réalisait l'élément, elle a dit, c'est vrai, elle se reconnaît bipolaire suite à un film qu'elle a regardé, et où on parlait de la bipolarité, et à travers les critères, les symptômes de cette personne, de ce bipolaire-là, elle s'est retrouvée, et depuis ce temps, elle essaie de mettre un peu de la conscience. Voilà, de la conscience dans ce qu'elle fait, mais tout le monde n'est pas ainsi. Ça peut être passif, la bipolarité. Ok. Et lorsque vous êtes dans votre phase dépressive, c'est que vous êtes dans une phase passive. Ok. Et la bipolarité, c'est dans tout ce que nous faisons. J'ai parlé tantôt des dépenses. J'ai parlé tantôt de mentir à son conjoint, vouloir cacher des choses. J'ai parlé de... Vous pouvez même aller jusqu'à gifler votre conjoint, ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. J'imagine, le mariage étant, tout allait bien. Et par amour, j'ai connu des couples, par amour, ont accepté faire du sacrifice pour leur femme, parce qu'il faut ce qu'on appelle la psycho-éducation. Au niveau familial, de prendre la personne seule aussi sur sa psychothérapie et d'accompagner avec la prise en charge médicamenteuse. Toujours est-il que ce n'est pas facile. Il faut savoir prendre la personne. Et donc, quand cette personne est dans sa phase d'exaltation, c'est trouver le juste milieu en réalité. Oui, mais souvent chez nous, soit c'est le pasteur qu'on appelle, ou bien on l'amène chez le bouconon. Ou les orcistes. Les orcistes, tout le reste. Pour dire, bon, voilà. Mais est-ce qu'on peut guérir de la bipolarité? On peut traiter le mal, on peut en guérir? On peut traiter le mal, on peut en guérir. Mais il peut y avoir des rechutes lorsque l'environnement s'y prête. Vous savez, lorsque je suppose que j'ai fait une crise ici, par exemple, et que je ne viens plus dans cet environnement, mais je reviens dans l'environnement, un peu l'émotion me revient, et voilà, il y a un bouton qui s'actionne, et tout de suite, je prends encore, je m'énerve encore, peut-être dans la même situation, je peux activer encore la chose. Et donc, c'est tout au niveau du facteur environnemental, c'est hyper important de pouvoir travailler là-dessus pour que cette gêne de vulnérabilité-là n'ait pas rencontré l'environnement favorable pour booster tout de suite la chose. Je connais quelqu'un, je ne sais pas si on peut qualifier cette personne-là de bipolaire, mais
à chaque fois, quand il y a une nouvelle lune, quand la lune sort en même temps, c'est qu'il a des problèmes. Et c'est qu'il commence par avoir des comportements du genre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bipolaire? Comment expliquer cela? On ne pourra pas le dire, parce que automatiquement, ça seul ne suffit pas, parce que la Lune peut avoir des incidences sur toute personne. Et vous allez voir nos parents, avant la pleine lune, on se racontait des histoires, vous êtes plus motivés. Ça peut agir sur les uns et les autres, mais lui, ça dépend. Il faudrait voir d'autres symptômes pour pouvoir réellement apprécier la chose. Encore que c'est très difficile, ces diagnostics-là, parce que si tu ne sais pas le faire, tu risques de mettre la personne sous antidépresseur, mais qui peut conduire la personne à aller se suicider. Mais la personne n'a pas conscience. En réalité, la personne se met en danger. Ouais, donc la personne n'a pas conscience. Mais est-ce qu'il n'y a que les neuroscientifiques, les experts en neurosciences qui traitent ou qui peuvent traiter la bipolarité? Non, les psychiatres traitent la bipolarité. Et je pense que ça relève même de leur ressort, encore que le côté, la psychiatrie n'est qu'une partie infime des neurosciences. Mais la neuroscience ou les neurosciences, voilà, les neurosciences traitent la bipolarité comment? Est-ce que c'est par des médicaments ou comment ça se présente, ça se fait? Nous, pas très souvent avec les médicaments. On peut envoyer chez le psychiatre pour qu'il puisse prescrire des médicaments bien adaptés en ayant fait d'abord des tests de neurotransmetteurs, parce que l'approche, la cause, elle est d'abord biochimique. Il faut équilibrer les choses au niveau du cerveau. Il faut qu'on s'assure qu'il y ait l'essence dans la voiture. Et donc, lorsqu'on s'assure, c'est de demander au psychiatre, voilà, tel médicament qu'il faut prescrire. Encore que les médicaments psychiatriques, beaucoup sont en train d'être retirés de la circulation parce que l'impact, l'effet secondaire est majeur et quelquefois gravissime pour la personne. Et donc, nous, notre rôle, c'est de surveiller que la personne laisse rapidement les médicaments et avec les conseils, les diététiques et autres, les thérapies, que la personne puisse pousser, parce que pour peu que nous avons des techniques données dans la vie, nous arrivons à fabriquer des biochimies et pour permettre à notre corps de continuer à produire à travers ce qu'on appelle l'homéostasie. Ok, merci beaucoup Monsieur Herman Degla, merci pour ces informations que vous nous avez apportées. Vraiment. Assume. Je certifie, en tout cas moi je certifie sans diagnostic que Assume n'est pas bipolaire. En tout cas. Non, elle va avoir les nouvelles. Elle va avoir les nouvelles, c'est tout, j'ai compris. Merci beaucoup, Monsieur Herman Degla. À très bientôt sur le plateau de BB24. Allez, le grand rendez-vous avec Aniat Bello et son invité. Cette fois-ci, c'est pour parler de la dot. On retourne dans notre culture, on retourne dans nos sociétés avec le sociologue Epiphane Kenom. Aujourd'hui, nous continuons bien évidemment avec notre série sur la dot. La dot, aujourd'hui, on se pose juste la question. On va vous présenter cette dot-là comme un symbole d'union, d'entité familiale. Il paraît que quand on fait une cérémonie de remise de dot, quand on remet une dot, quand on dote une femme, pour être beaucoup plus précis, c'est que ce sont deux familles qui se réunissent. Mais que gagnent alors ces familles? Que tirent donc elles de cette convention culturelle, comme selon la définition bien sûr du sociologue Epiphane Kenom? On va répondre à la question dans un instant. Pour le moment, c'est Marcel Bettereau qui nous amène tout simplement vivre ou revivre, je vais dire, cette cérémonie de remise de dot. Regardez. Elle était belle, d'une beauté splendide qui n'avait que la prestance des grands événements. Maëlle, la révélation du jour. Elle a fait chavirer le cœur de son bien-aimé. Ce dernier décide de l'honorer selon les traditions africaines. Jour mémorable pour les deux familles, devant une assistance d'hommes et de femmes, parents, amis et soutiens. C'est le jour de la dot. D'une vieille tradition africaine pratiquée dans presque toutes les religions, elle révèle d'une importance capitale dans le processus de l'union entre un homme et une femme.
Doter sa femme est une étape très importante dans la vie d'un homme. Quand tu dotes la femme, tu es respecté dans ta belle famille. Cela permet d'unir les deux familles. Quand tu ne dotes pas la femme, tu n'as aucun droit sur elle. C'est une vieille pratique de nos aïeux qui continue jusqu'à nos jours. Ça permet à l'homme d'être réellement homme dans sa maison. La femme aussi respecte son mari. Elle se déroule en 2 étapes. Des danseurs recrutés par la famille du futur époux ne ménagent ni voix, ni poitrine, ni corps pour donner du spectacle. Bien qu'étant fondamentale pour la célébration d'un mariage au Bénin, pour certains, la dot est un moyen de chosifier la femme. Pour d'autres, elle est une valeur traditionnelle à perpétuer. Ce qu'il faut retenir, c'est son caractère symbolique. Au départ, la dot était très symbolique. Avec quelques noix de cola et quelques boissons, on pouvait célébrer la dot. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. La dot intervient aussi bien avant le mariage civil que le mariage religieux. Même si l'envie de doter sa future femme ne manque pas aux jeunes béninois, les éléments qui entrent dans la constitution de la dot exigent de l'homme beaucoup d'efforts. Vous comprenez donc 2 entités familiales qui s'unissent à travers la dot pour donc étirer quoi en réalité? On va répondre à cette question avec le sociologue Epiphane Quenom, ancien député. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Chose promise, chose faite, on peut le dire déjà, n'est-ce pas? Sur ce plateau hier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à Gabon. Bonsoir Agnat Bello, la pleine forme. Eh oui, la pleine forme. Donc hier, on parlait de dot, on parlait de symbolique au niveau de la dot. Et je pense qu'en fin d'émission, monsieur Quenom est revenu sur le fait que justement, on a droit à quelque chose après la dot. Que ce soit celui qui donne la dot et celui qui reçoit la dot. Après cet événement, cela renvoie à quelque chose. À quoi cela renvoie effectivement? Je crois que on aura le temps de pouvoir en parler. Mesdames et messieurs, merci de toujours nous préférer. Donc, je suis à vous, monsieur Quenom. À quoi cela renvoie effectivement après la dot? À quoi la femme est en mesure de s'attendre? Et à l'homme, est-ce un pouvoir, un nouveau pouvoir entre ses mains? Merci beaucoup, madame Bello, je crois bien. Bien sûr. Alors, je voudrais tout d'emblée dire que nous avons vu le lien que crée la dot entre 2 familles, mais j'avais précisé que au plan traditionnel, c'est les familles qui se marient, oui. Ce n'est pas les individus qui se marient. Et nous avions précisé à ce niveau que la dot est un transfert de biens entre la famille donneur et la famille receveur. Alors, il faut s'attendre, la famille donneur apporte la dot. Oui. Et la famille receveur apporte en échange l'homme ou la femme. Ah oui, l'homme ou la femme. L'homme ou la femme. L'homme chez les baoulés. Dans la plupart des cas, la femme, il faudrait le dire sur ce L'homme chez les baoulés. Alors donc, et vous comprenez que donc chez nous ici, quand nous nous basons sur les dispositions de l'article 6 du Code des personnes et de la famille, eh bien la famille receveur apporte la femme. Donc, c'est la famille de la femme qui reçoit. La dot est donc dans notre code de la famille. C'est reconnu par notre code de la famille. Nous avons ça. Oui. Donc, la famille de la femme reçoit la dot de la famille de l'homme, qui est la famille géniteur. La famille du géniteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Lorsque la famille du géniteur, la famille de l'homme, qui promet le mariage à la femme. Parce que c'est un premier pas vers le mariage, en fait. Donc, vous allez comprendre que ça lui concède des droits.
Eh bien, il y a d'abord le droit de la filiation. Les enfants vont porter son nom. Les enfants vont porter le nom du géniteur. Donc, dans la tradition, ils portent le nom de celui qui a donné la dot. Et lorsque vous entrez dans les familles traditionnelles, eh bien, je vais dans le fond des choses. Oui. Il y a des enfants qui portent des noms, mais qui ne sont pas du géniteur. Pourquoi? Ils ne sont pas du géniteur parce que c'est comme si tout enfant qui sort des entrailles de la femme revient directement, automatiquement de droit, disons, revient de droit à celui qui a donné la dot. Que la femme aille prendre la grossesse ailleurs ou pas, l'enfant est reconnu à celui qui a donné la dot. Même si c'est des enfants issus avec un autre conjoint bien avant qu'elle ne rencontre celui-ci. Mais c'est ce que je dis, ailleurs. Wow. Si la femme va prendre la grossesse ailleurs, nous sommes d'accord. Eh bien, mais on ne reconnaît pas. Les familles s'entendent, c'est une clause familiale. Et donc, tu prends la femme avec ses enfants. Personne n'ose dénoncer cela. Personne n'ose le dire. Non, ce que dit M. Pifanculum, c'est que la femme est déjà dotée et dans la maison de... elle est dotée. Elle est dotée. Oui. Nous sommes d'accord. Et puis elle va dehors. Elle va trouver une grossesse, n'est-ce pas, derrière la palissade. D'accord. Elle met le pied dans la brousse. Non, je crois que là, le message, on ne s'était pas bien compris. Voilà. Du tout. Nous sommes d'accord. Oui. Donc, elle va prendre la grossesse derrière la palissade. Mais c'est couvert par les familles. Et celle donatrice et celle parce que c'est comme une sorte de malédiction que cette femme amène dans la famille. Et pour couvrir cette malédiction, pour ne pas réveiller la colère des mânes de nos ancêtres, eh bien, c'est couvert. Et la famille donneur de la dot prend cet enfant et prive celui qui est le géniteur de ça. Carrément. Carrément. Vous voyez maintenant, donc ça veut dire que la dot a un lien fort, un sens très fort au niveau de la famille. Donc, au plan au moins de la reconnaissance de la filiation est reconnue à celui qui a donné la dot. D'accord, mais est-ce le seul attribut? Est-ce seulement cela? Vous entrez dans la modernité. Oui. Si vous dites autre chose, nous entrons dans la modernité. D'accord. Nous sommes d'accord qu'on peut désavouer une grossesse qu'on portait, désavouer à une grossesse qu'on vous apporte. Oui. Ça, c'est la loi moderne. Wow. Nous sommes d'accord. Sinon, dans l'ancien temps, ce n'était pas permis. Ce n'était pas permis. Donc, vous avez des gens, on dira, mais les anciens savent ça. Ils savent quel enfant. Ils savent quel enfant c'est. Et généralement, ils disent que c'est des enfants qui se comportent au travers des règles familiales. Vous voyez, mais là, ils savent ça. Et quand vous devenez chef de famille comme nous, et que vous avez encore des anciens vivants, on vous lègue ça. On vous dit, attention, vous pouvez avoir, il y a ci, il y a ça. Bref, je n'en pas trop. Il y a tel enfant qui peut avoir tel comportement. Il faut savoir gérer. Il faut comprendre. D'accord. Alors, ben, au-delà du droit de la filiation, il y a le droit patrimonial sur la femme. D'accord. Puisque c'est les familles qui se marient, eh bien, la femme qu'on est partie dotée appartient à la famille. Désormais. C'est ça qui explique le lévirat. Oui, l'obligation. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi que après, on ne le souhaite pas. Quand cette femme doit décéder, son corps, tout ce qui concerne les funérailles doit se faire chez son mari, parce qu'elle n'appartient plus à sa famille au départ. Donc c'est ça. On comprend que vous appartenez maintenant à la famille. On y fallait. Désormais. Bien sûr. Donc, vous voyez, c'est ça qui explique le lévirat, que la femme, la famille est donneur de dot, donateur de la dot, eh bien, a tout droit patrimonial sur cette femme. Un droit de vie. De vie. Et de mort. Oui, vous devenez... Le mot n'est pas un peu trop fort quand même. Il ne faudrait pas que les hommes qui nous suivent aient l'impression qu'ils ont le droit de vie et de mort sur aujourd'hui, une femme dotée. Ce n'est plus ça. On vous fait des excuses pour ça. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Mais dans l'ancien temps, c'est ça. C'était ça. Vous quittez totalement vos parents
Et vous venez ici, dans notre famille, vous vous mariez. Vous suivez nos règles. Si par malheur, votre mari est absent, les causes d'absence étant variables, mais vous continuez d'être la femme de la famille. La femme de la famille. Et la famille a le droit de vous dire, bon, maintenant que votre mari est absent, eh bien, voilà, vous allez vous occuper de tel foyer désormais. En attendant. S'il était absent définitivement, vous continuez. Vous comprenez? Alors donc, ça concerne ce droit. Celui du levier, oui. Donc voilà, par exemple, mais la famille qui a offert la femme, elle a reçu des biens. Oui, elle a reçu des biens. Bien. Qu'est-ce qu'elle a reçu d'autre finalement? Mais il faut savoir qu'elle a reçu beaucoup de choses. Oui. Parce qu'elle va bénéficier désormais de l'attention de la famille de la famille alliée. Oui. De l'attention de la famille alliée. La famille alliée continue d'assurer ou de contribuer à l'alimentation de la famille, n'est-ce pas, qui lui a donné la femme. À l'alimentation. Bien sûr. Bien sûr. Vous allez voir que chaque année, la famille du mari, voyez maintenant, la famille du mari doit aller cultiver le champ pour sa femme, sa belle famille. Ça, c'était avant. Au-delà de ça. Ça, c'était avant. Bien sûr. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais aujourd'hui, ça se fait. On va donner des cadeaux pour les fêtes, non? Les fêtes, au moins, on va donner des cadeaux. À cause des cadeaux de fête, à Siongaba. Ce n'est pas seulement les cadeaux de fête que nous apportons aujourd'hui. Et nous avons un œil très attentif à tout ce qui se passe dans la belle famille. Dans la belle famille. Vous voyez, pour ne pas tout dire, on met ça dans une petite phrase, etc. Et on a tout dit déjà. On a tout dit déjà. Vous voyez, mais c'est ça. Et puis, la belle famille aussi, c'est qu'on a notre fils qui est là, notre beau-fils qui est là. Lorsqu'il y a un drame, lorsqu'il y a une situation, on sait directement, bon, écoutez, on va aller voir notre fils, ou bien on appelle le gendre pour dire comment on règle ça. Donc, c'est une économie. C'est-à-dire la famille qui a apporté la femme, autrement dit, le receveur de la dot et qui est celle qui apporte la femme, eh bien, bénéficie d'une économie de solidarité. À vie. À vie. Pourquoi pas? À vie, pratiquement. Donc, d'accord. Il y a ces droits-là. Il ne nous reste plus, il nous reste à peine une minute pour ne pas dire que c'est terminé. Une seule minute. Alors, si c'est une seule minute, permettez-moi de la prendre et de vous dire que j'ai noté 3 valeurs. Pour ne pas trop, à travers le système, n'est-ce pas, le système de la dot, 3 valeurs, il y a les valeurs culturelles. Que la dot permet de conserver les us et pratiques de chaque famille. De chaque famille et de la communauté. Ensuite, les valeurs sociales. Eh bien que la dot crée des liens d'alliance, des liens d'intégration et assure la reproduction et le prolongement de la famille. Alors, la 3e valeur, c'est les valeurs économiques. Et c'est là où je parle de l'économie de solidarité, mais aussi de l'économie d'entraide. Parce qu'au-delà de ce que la dot apporte, le transfert, c'est-à-dire amène à un transfert de capital de la famille de l'homme vers la famille de la femme. C'est ce qui fait que, dans la tradition, le mariage entre cousins était permis pour empêcher qu'il y ait transfert de capital d'une famille riche vers une famille pauvre. Ah, wow. Bien expliqué en tout cas, merci Très beaucoup à bien vous. expliqué. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses, autant d'aspects avec la dot et je suis sûre qu'on n'a pas tout dit. Moi, je souhaite sincèrement que dès lundi, qu'on revienne encore sur la question, qu'on continue vraiment sur cette question de la dot avec M. Epiphane Quenon, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la dot, vraiment... C'est vrai, c'est un peu galvaudé. Perd sa valeur, parce qu'on n'arrive vraiment pas à savoir quel est son symbole, c'est-à-dire l'après-dot est plus important pour moi, vu les explications de M. Epiphane Quenon, que même la cérémonie même en elle-même. Et dites-vous que c'est devenu commercial, parce qu'il y a des femmes qui prennent 2-3 dots. Vraiment. On verra ça. Ça fait partie des nouvelles dérives de la dot. Allez, on a peut-être l'occasion de revenir dessus. Merci à vous, Aniette Bello. Merci, M. Epiphane Quenon. Le grand rendez-vous, cette fois-ci, va vous amener tout simplement sur la toile. La toile pour parler aujourd'hui de quoi? C'est Rolande Chinimen qui va donc nous présenter l'Actu Web.
Bonjour et bienvenue sur cette revue des informations ayant marqué la toile. On démarre tout de suite par la Fête internationale du travail, célébrée ce mardi 1er mai. Le site du quotidien La Nouvelle Tribune rend compte de la célébration faite par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB. Une célébration sous le thème « Vous avez affirmé à travers vos luttes la souveraineté de la base sur les responsables au sommet ». Confédérations et syndiqués se sont remobilisés pour poursuivre les combats pour l'épanouissement des travailleurs. Le secrétaire général de la CSTB, Kassa Mampo, a rappelé que cette célébration de la fête du travail se fait dans un contexte particulier de lutte qui a paralysé l'administration et plusieurs secteurs d'activité pendant plus de 3 mois. Aussi a-t-il félicité les travailleurs pour leur détermination et pour leur courage. En France, par contre, la manifestation était tout autre. Selon le site d'information France 24, des centaines d'individus encagoulés ont bloqué la manifestation parisienne du 1er mai. Défilé du 1er mai, des Black Blocs font dérailler la manifestation à Paris, mentionne le site qui fait savoir que des centaines d'individus ont causé de multiples dégradations dans le cortège parisien du 1er mai qui a rassemblé entre 35 et 55 000 personnes. 283 personnes ont été arrêtées en marge du défilé, dont 109 placées en garde à vue. Dans un autre registre à présent, plusieurs localités du nord et du centre de la Côte d'Ivoire subissent les conséquences de la faible pluviométrie qui provoque l'assèchement des barrages qui les alimentent. C'est l'information que livre le site de Radio France Internationale. La situation est particulièrement critique à Niakara-Mondougou, une ville située à près de 500 000 km au nord d'Abidjan. La menace d'une pénurie d'eau pointait à l'horizon depuis plusieurs mois, mais depuis février, la situation est critique. Selon le maire de la ville, le lac de barrage qui alimente la ville est à sec et peut désormais être traversé à pied du jamais vu selon l'édile. Pour se ravitailler en eau, les 30 000 habitants ne peuvent compter que sur une citerne de la société publique de distribution d'eau et des puits appartenant à des particuliers. Mais le jeudi passé, la population excédée est descendue dans les rues au cri de « On veut de l'eau » à une 50aine de kilomètres à l'ouest. Dans la ville de Tortilla, même situation. Plus une goutte d'eau ne coule des robinets. 6 forages permettent toutefois à la ville de se ravitailler selon son maire. Selon le même site, Abouaké, ville d'1,5 million d'habitants, c'est le statu quo depuis plus d'1 mois. Les nouveaux forages ne parviennent pas à remplacer le lac du barrage de la Loca qui alimentait 75% de la ville. Mais selon la SODECI, les récentes pluies laissent espérer un retour à la normale prochainement pour ces 2 villes. Ce sera tout pour cette revue du web. À très bientôt pour de nouvelles informations. Merci beaucoup donc à Jennifer Sativi pour la présentation de l'actu web. Et là, juste derrière l'actu web, on va se rendre tout simplement sur les tableaux prévisions météo, deuxième pour le compte de ce grand rendez-vous.
Merci donc à tous de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir, 16 heures passées donc en votre compagnie sur le grand rendez-vous. On va se donner déjà un autre grand rendez-vous demain. C'est à partir de 19h00. Bonne soirée sur BB24. Ciao, ciao.